Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 111e épisode du podcast de Contournement. Donc voilà, c'est la saison 11 et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mickaël Bourgois et Victor Grandchamp pour un épisode un petit peu centré autour des side projects, même si on va voir d'abord un petit peu le parcours de chacun. Voilà, quand on parle de side project, c'est les projets qu'on va faire à côté, on va dire, de son job principal. Il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément de job principal et plusieurs side projects. Donc voilà, on va voir un petit peu chacun de vos situations. En plus, c'est quelque chose, je pense, qui a évolué dans le temps, donc ça va être intéressant de voir ça. Donc voilà, donc on pourrait vous qualifier tous les deux de indie maker. C'est un mot que j'aime bien. Je sais pas, vous me direz après si vous réclamez un petit peu de cette filiation, donc de créateur indépendant ou de maker indépendant, comme on dit, une belle, un beau terme, une belle communauté aussi, un petit peu globalement. Voilà, donc on va voir, parce que j'attends de vous un petit peu que vous nous livriez un petit peu vos secrets, et puis quelques conseils pour les gens aussi qui voudraient se lancer. Peut-être aussi démystifier certaines choses, parce que mine de rien, quand même, sur Twitter, sur LinkedIn, on voit beaucoup aussi de choses qui font un peu rêver autour des side projects, des muses, ce concept qui a été très popularisé par The Family et tout, et donc, je trouve aussi qu'il faut faire attention. Donc voilà, vous allez pouvoir nous raconter tout ça. Merci d'être là, merci de prendre le temps. Ce que je vous propose, pour bien commencer, c'est de vous présenter. Peut-être donc Victor en premier. Salut Alex, salut Mickaël. Donc ouais, moi c'est donc Victor et ce que j'ai fait avant pour me présenter, je vais te dire un peu ce que j'ai fait avant pour me présenter. J'étais salarié, j'ai fait une école de commerce, on va dire parcours classique, salarié du marketing, de la com dans des grosses boîtes, puis dans des petites boîtes, puis dans des startups, de la gestion de projet aussi, du produit, du CSM. J'ai fait un peu tout autour, on va dire, du client et du produit. Et en parallèle, je lançais des side business, des side projects. Et en fait, j'ai pu le faire grâce au no-code. Donc, on en parlera plus tard, mais voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu me lancer dans les side projects, en fait. Il y a une petite particularité avant qu'on passe à Mickaël, c'est que tu fais aussi beaucoup d'illustrations sur Twitter. C'est un truc aussi pour lequel les gens te connaissent. Mais c'est marrant parce que du coup, tu as fait une école de commerce, tu as ce côté très design, illustration, et puis aussi un peu technique, no-code. Mais tout ça, tu l'as appris finalement sur le tas ou... Ouais, carrément. En fait, je l'ai appris sur le tas et c'est, pour moi, le no-code, les illustrations que je fais, c'est complètement similaire parce que c'est lié à la créativité. Et du coup, même les illustrations que je fais, je détourne en fait des outils pour faire des illustrations parce que tout le monde pourrait faire ces illustrations, pas besoin de savoir dessiner. Et puis ce qui était assez cool en plus, c'est que j'ai pu participer aux illustrations du livre No Code de Contournement, donc c'était un peu la boucle était bouclée, donc c'était un super projet. Mais en fait, tout est lié quoi. Pour moi, les illustrations, le no code, c'est plus un mindset en fait qui est lié à la créativité, à l'entrepreneuriat. Et ouais, c'est le no code, c'est du design. Donc tu vois, les illustrations que je fais, c'est du design aussi. Je le vois vraiment de la même manière en fait. Ok. Et toi, Mickaël, alors d'où tu viens? Alors salut Victor, salut Alex. Ben, moi je suis de Lille, donc à l'opposé on va dire de Victor, ce qui ne nous empêche pas de bosser ensemble. Moi j'ai un parcours presque atypique, on pourrait presque dire ça, dans le sens où j'étais salarié aussi. J'ai d'abord commencé une vie en bureau d'études, où je travaillais pour des grands groupes et des industries, pour être pas trop précis, dans l'industrie. Et après j'ai refait une prise d'études en 2016, une école d'ingénieur, donc un peu sur le tard en 31 ans. Et c'est durant ce parcours en école que j'ai découvert le no-code. Et après cette école, j'ai travaillé pour un éditeur d'un logiciel SaaS B2B, toujours dans l'industrie, et où j'étais sales. Donc je suis passé de la conception de machines à la vente de logiciels, mais toujours pour le même secteur. Et là aussi, j'ai découvert une autre partie du no-code qui sont les automatisations. Et donc après ça, il y a quelques mois, hein, j'ai pris mon indépendance. Super, bah écoute, on va revenir sur tout ça, notamment que c'est intéressant parce que toi, tu as un profil assez, j'ai envie de dire, polyvalent,
sur le no-code. On pourra en parler sur les sujets un peu techniques, parce que tu fais à la fois du Bubble et à la fois tout ce qui est un peu plus Ops, on va dire Make, Airtable, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, on verra, tu pourras nous dire justement comment ça te sert. Forcément, on va parler de quels outils vous utilisez pour faire des side projects. Mais ma première question, avant qu'on revienne un petit peu justement sur votre rencontre avec les outils no-code, c'est déjà, c'est quoi votre motivation? Pourquoi, de manière, j'ai envie de dire intrinsèquement, un peu, pourquoi est-ce que vous vous dites que vous avez envie, en plus de vos boulots ou quoi, de faire des side projects? Je sais pas si Victor, peut-être si tu veux répondre en premier. Je sais pas lequel des deux a lancé son premier side project. Moi, je l'ai lancé, je devais Victor, avoir 10 ans. Ok. Je gravais des CD. À l'époque, c'était comment on faisait? On téléchargeait genre sur Emule un film. Déjà, si on arrivait à avoir le bon film, et on le gravait sur un CD. Puis après, j'imprimais des jaquettes, je les collais dessus, puis je vendais ça au collège. Je faisais ça pour les PlayStation, la musique et tout. En fait, moi, ce qui me plaît, tu vois, c'est d'entreprendre. C'est de partir de rien et de créer le side project. C'est vraiment le truc qui me plaît. Et d'ailleurs, c'est parfois un frein, enfin parfois une contrainte, parce qu'après, une fois que je l'ai créé, j'ai envie d'en passer à un autre. En fait, toute la partie marketing, distribution, même si c'est ce que j'aime faire, eh ben, j'ai envie de passer à autre chose. Donc on va dire que c'est ce côté-là, entreprendre, partir de zéro, essayer de créer des choses à partir de rien, même sans compétences. Parce que moi, je sais pas coder. Enfin, voilà, j'ai pas de compétences en code, donc on va dire toujours cet esprit, tu vois, créatif pour essayer d'entreprendre et de lancer un truc, quoi. Ok. Et toi, Michael? On fait partie de la même team revente de CD gravés. Je pense qu'on est un peu tous passés par là à notre époque, mais c'est ce qui fait de nous qu'on est des geeks en fait dans le fond, qu'on aime faire les choses, qu'on aime faire du business. Et donc, même si moi, j'avais pas forcément le mot entrepreneuriat à coller à ça au départ, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai même fait des ventes de choses un peu moins catholiques, on va dire, mais qui m'ont permis de me faire un petit peu d'argent de poche. Je précise, pas forcément être riche non plus, mais c'est vraiment, voilà, j'aime le business, j'aime toucher et construire, donc c'est mon esprit un peu geek qui me mène vers ça, et c'est ce qui m'a amené au no-code, parce que j'ai toujours voulu développer, donc j'avais suivi tous les tutos sur GraphiCart pour apprendre le HTML, le CSS, etc. J'ai fait Open Classroom, le site du zéro avant. Voilà, j'ai toujours voulu développer. J'ai jamais réussi à m'y mettre parce qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre ça. Et finalement, c'est durant mon parcours en école d'ingénieur que j'ai découvert Bubble, parce que dans cette école, j'avais une option entrepreneuriat et je devais développer une sorte de start-up avec business plan, etc. Mais surtout le produit, et ne sachant pas coder, j'ai cherché ce que je pouvais trouver sur le net pour m'aider, et je suis tombé sur un outil en particulier qui est Bubble à l'époque, et c'est comme ça que j'ai réussi à commencer à bidouiller des choses, on va dire, avant d'en faire quelque chose de plus professionnel. C'est marrant parce que... Ouais, vas-y, Victor. Ouais, excuse-moi. Et je disais, et ce que je voulais compléter, en fait, je trouve que c'est même un moyen, enfin en tout cas pour moi, d'apprendre, parce que l'école de commerce c'est génial, c'est de la théorie sur plein de trucs, mais bon, ça m'a pas permis d'apprendre à no coder, je vais dire, à créer des illustrations, à créer du contenu, à créer des choses, voilà. Et je trouve que c'est le meilleur vraiment moyen d'apprendre, en essayant de faire des choses. Et le no code, pour le coup, c'est assez intuitif. Enfin, pas tous les outils, mais on en reparlera, mais il y a quand même des choses qui sont assez intuitives pour apprendre, en tout cas. Est-ce que vous diriez que dans les motivations multiples qu'il peut y avoir d'essayer de faire des projets comme ça à côté de son boulot, ou en tout cas voilà, faire des plus petits projets, parce que finalement il y a un petit peu cette notion-là aussi de side project, c'est-à-dire que pour faire plusieurs, est-ce que le fait d'apprendre, c'est pas peut-être, d'en profiter pour apprendre des nouvelles choses, que ça soit technique ou marketing, ou est-ce que ça c'est pas la meilleure motivation plutôt que de chasser l'argent, peut-être les deux vont ensemble, je sais pas Ouais, je pense qu'au départ, on y va. Ouais. Je pense qu'au départ, on y va quand même en se disant qu'on va essayer de faire de l'argent. Quand je faisais des CD gravés, mon objectif c'était, tu vois, c'était gagner de l'argent. Donc, et la preuve en est, quand il y a un truc qui marche pas, moi, je le tue, le truc, je le ferme, et puis voilà, même si j'ai passé des heures, bah, c'est pas grave, j'aurais appris des choses sur un projet que j'ai fait sur Bubble. J'avais lancé un espèce de Linktree pour les indie makers, j'ai utilisé un anglicisme, mais qui buildaient une public et construisaient en public leur projet. Et du coup, tu vois, j'ai lancé, j'ai vu que ça avait fait aucune vente au bout d'une semaine, tu vois, je l'ai tué, mais ça m'a permis, en tout cas, tu vois,
un peu de gérer les API, ces choses-là dans Bubble, et du coup de progresser, qui me servira pour d'autres projets derrière. Donc, on va dire que l'argent, c'est quand même aussi une motivation, même si on le dit pas tout le temps. Et c'est une métrique aussi, quelque part. Complètement. Parce qu'il faut savoir aussi, est-ce que son projet marche pas, quand est-ce qu'on s'entête ou pas. Est-ce que toi, c'est pareil, Michael, ou... Ouais, comme tu dis, c'est une métrique et c'est pour ça que moi, l'argent, c'est pas en premier lieu. C'est vraiment, moi, le fait d'apprendre. Je suis curieux de nature. J'adore apprendre, toucher les choses et essayer. Et c'est en découvrant les choses que je commence à me choper des passions. Donc, l'une de ces passions, c'est ici le no-code. Et c'est vrai, bah, du coup, autant essayer d'en faire un business. Et donc, le métrique de l'argent rentre en jeu. Il faut faire du chiffre d'affaires pour pouvoir se permettre de faire tourner ces applications, parce que ça a un coût quand même, hein, de faire des constructions et des mises en route d'applications. Donc oui, l'argent, c'est un métrique. Derrière, avec le projet actuel, c'est vraiment plutôt le fait de réussir à pouvoir en vivre un peu et d'avoir des revenus récurrents qui, je l'espère, seront au rendez-vous. Est-ce que dans vos backgrounds et vos parcours, vous direz que cet état d'esprit peut-être un peu business, il vient un peu de vos backgrounds, et est-ce que c'est important ça quand on veut lancer des side projects? Je sais pas, je pense pas en fait. Tu vois, je pense qu'au début, le mieux c'est. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai lancé des side projects sur des projets pour moi en fait, sans penser à faire de l'argent. Et je trouve que c'est le plus simple, peut-être, justement d'apprendre à utiliser les outils no code dans notre cas. Parce que on va se passionner pour un projet, on va se passionner parce que c'est ce qu'on a envie de faire pour nous. Et en fait, c'est la passion qui va nous permettre d'apprendre et de progresser vite, que si on est drivé juste par l'argent, je pense. À part être passionné par l'argent, c'est peut-être un moyen aussi, tu vois, mais dans mon cas, c'est pas comme ça que je le vois. Mais c'est clair que la passion et avoir envie d'apprendre permet de progresser et après d'être plus efficace si on veut faire de l'argent avec des side projets. Franchement, voilà, mon avis est celui-là en tout cas. Est-ce que tu parlais de Bubble, du coup, pour faire un petit focus, pour comprendre comment, par quoi et comment vous vous êtes mis un petit peu à la partie technique de tout ça. Donc toi, tu t'es formé chez Otto, si je dis pas de bêtises, Michael? Ouais, je me suis d'abord formé sur YouTube. Et ensuite, j'ai eu des blocages. Je ne pouvais pas aller plus loin que ce que je n'avais appris sur YouTube. Et j'ai découvert sur YouTube, du coup, Thibaut et les fameux tutos de Otto. Et c'est là où j'ai découvert ce bootcamp sur lequel je me suis vraiment appliqué à être bon. Et puis, ça m'a vraiment ouvert les chakras. Ça m'a débloqué sur plein de cas concrets où j'étais bloqué. Et c'est ce qui m'a permis de monter d'un niveau, on va dire. Bootcamp de 3 semaines, il me semble, que tu as fait en parallèle de ton job, ou c'était comment? Ouais, alors je l'ai fait en plein mois d'août, ce qui m'a permis de... Bon, la première semaine, je l'ai fait, on va dire, avec parcimonie, parce que c'était une mise en jambe sur Bubble, je l'avais déjà, donc c'était une semaine où je travaillais encore, donc c'était quelque chose que je ne suivais pas vraiment. Par contre, les 2 semaines suivantes où j'étais en congé, où là, on devait monter des projets type marketplace, etc., là, oui, j'étais vraiment à temps plein, et heureusement que c'était pendant les congés, parce que si c'était sur une période où j'avais du travail à plein temps, j'aurais pas pu vraiment le faire. Ok. Et toi, Victor, du coup, c'est quoi les premiers outils que tu as découverts, et comment tu t'es formé dessus? Je crois que moi, les premiers outils, ça devait être Glide et Bubble. Si, Bubble aussi, mais en fait, Bubble, j'ai essayé, mais j'ai l'impression que c'était il y a des années, tu vois, c'était genre il y a 5 ans. C'était peut-être il y a 5 ans. Ouais. J'ai essayé et j'ai suivi un tuto sur Udemy d'un des fondateurs. Non, je sais pas si c'est un des fondateurs d'ailleurs. J'en sais rien, bref. Et du coup, j'ai réussi à faire une to-do list, mais ça me paraissait tellement compliqué. J'ai eu un petit blocage mental là-dessus, donc j'ai lâché l'affaire pendant longtemps. Et après, je suis passé sur Glide et Software.io. Et puis, je suis revenu sur Bubble avec une formation chez Otto aussi, avec Thibaut. Et là, franchement, ça a été hyper cool. Et après, en fait, ce qui m'a fait progresser, c'est que j'avais un projet que j'avais envie de faire. Et du coup, tu vois, quand on trouve l'intérêt je trouve qu'on progresse carrément mieux. Donc ouais, Auto et Software et Glide. Enfin, on pourra reparler de Software, mais moi, j'adore ce produit. Ouais, c'est un peu, moi je trouve que si je caricature un peu sur la partie technique, sur les side projects, il y a un peu, je trouve, 2 approches. C'est-à-dire, il y a une approche où, si tu maîtrises bien un outil comme Bubble, tu vas pouvoir aller loin, mais il faut que tu le maîtrises, tu vas y passer plus de temps. Et puis, il y a le côté un peu plus frugal et efficace avec Software, avec peut-être Glide, ça dépend, c'est pas forcément le plus adapté, mais en tout cas, Software est vraiment, je trouve, très très adapté pour aller vite.
une petite base de données Airtable, et puis on fait donc la partie front, la partie site avec Software, que ce soit la landing page, que ce soit vraiment l'application en tant que telle, quoi. Ouais, cet outil, il est fou. Est-ce que... Il est fou, c'est... Ouais, c'est... Ouais, vas-y, Michael. Du coup, c'est le même. C'est marrant parce qu'avec Victor, on a à peu près la même découverte, le même process de découverte. Je parlais de YouTube, mais bien évidemment, il y avait aussi Udemy. Et sur ce site, j'ai découvert une formation de Gregory John. C'est ce qui m'a amené sur YouTube après. Et ça, c'était pour la partie Bubble. Mais effectivement, la partie no-code au sens large, je l'ai découverte juste après avec le Slack donc de No-Code France, la communauté. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir Glide aussi, Software. Et c'est vrai que ce sont des sites qui m'ont permis de construire très vite des interfaces. Là où avec Bubble, j'étais bloqué dans le développement, on va dire, parce qu'il y a des workflows, etc. C'était complexe. Ces outils-là de conception d'interface, plugués sur du Airtable, etc. Même à l'époque, pour moi, c'était encore du Google Sheet. Ça m'a permis d'aller très vite. Et voilà, boule de neige, l'effet boule de neige étant là, ça m'a amené à revenir sur Bubble et à faire le bootcamp ensuite. Ok. Est-ce que vous avez peut-être, avant qu'on parle de Scriptcast, qui est un side project que vous faites ensemble, donc du coup ça va nous permettre d'illustrer un petit peu tout ça, on va plonger un peu parce que c'est un beau projet, quoi. Là, on parle de quelque chose quand même d'assez conséquent. Des quelques exemples peut-être de choses que vous avez essayé ou fait, enfin voilà, un peu, et de voir, est-ce que peut-être même vous avez des choses qui tournent toujours, comment vous avez arrêté, voilà, je sais pas, peut-être Michael pour commencer. Ouais, moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert Victor au travers de side projects. J'ai voulu en monter quelques-uns, j'avais pas forcément d'idée. Et Victor avait monté à l'époque, il me semble, ça s'appelait le Garage Studio sous le pseudo Lamacorn. Et j'ai tout de suite acheté un accès pour avoir accès à sa plateforme où il donnait tous les semaines ou tous les mois, je ne sais plus, des idées de side project à monter avec vraiment le process complet à suivre pour les monter. Et c'est comme ça que j'ai démarré à réfléchir à créer des side projects. Et vraiment le premier side project que j'ai lancé, ça s'appelle We Love Podcast. Et parce que je suis fan de podcasts, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts autour du no-code, comme Contournement, comme No-Code Family de Simon Robic, et aussi Indie Maker de Martin Donadieu. Martin me demandait s'il était possible de travailler avec lui pour faire le résumé de ses podcasts. En tout cas, je me suis proposé pour le faire parce qu'il cherchait quelqu'un et j'écrivais du coup ses résumés. J'écoutais complètement ses épisodes, j'écrivais la transcription à la main, j'écrivais les résumés à la main et j'ai travaillé pour plusieurs podcasts, dont le tien pendant quelques épisodes. Et après, j'ai arrêté parce que je me suis aperçu que c'était bien d'écouter des podcasts, mais c'était bien de le faire en voiture, dehors ou sous sa douche et pas forcément derrière un bureau pendant 1h30 à gratter sur du papier. Et quand j'ai arrêté, plusieurs de mes clients m'ont dit: «Ouais, il faudrait que tu nous trouves un remplaçant parce qu'on aime bien ce que tu nous proposes, ça nous amène du contenu écrit et on n'a pas le temps de le faire». Donc je me suis dit: «Tiens, ça serait sympa de monter une plateforme qui mette en relation des podcasteurs et des gens comme moi qui proposent ce genre de service-là». Donc j'ai eu l'idée de We Love Podcast pour mettre en relation ces gens-là et j'ai construit cette plateforme-là sur Bubble. Plateforme que j'ai continué à construire pendant et après le bootcamp d'Auto parce que ça faisait partie de mon sujet de fin d'études, on va dire, chez Auto. Et que j'ai pu déployer ensuite. Et puis, il tourne toujours le projet, donc c'est toujours un projet qui tourne. Et c'est, on va dire, le vrai premier side project qui m'a amené un petit peu d'argent. Ok. Et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que ça continue? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que ça fait le lien avec peut-être Scriptcast, justement, qu'on va évoquer après? Ça continue. J'y ai pas mis d'énergie sur l'aspect marketing, acquisition, trouver des utilisateurs dans la marketplace. C'est ça qui est difficile, c'est d'avoir à la fois les clients et l'offre. Donc comme j'avais pas forcément le temps et l'envie de le faire, c'est un projet qui tourne en sous-marin et de temps en temps j'ai des visites et des inscriptions et des commandes qui se font sur la plateforme. Quoi qu'il en soit, je l'ai mis un peu de côté. Mais pendant que j'ai monté ce projet, j'ai aussi interviewé pas mal de podcasteurs. Et à l'époque, beaucoup me disaient ça serait cool qu'on ait la transcription complète du podcast. Ça marche bien en anglais, mais pas forcément en français. Donc moi, je me proposais de le faire, mais en écoutant et en écrivant à la main ces transcriptions-là. Enfin, si on peut appeler ça des transcriptions, du coup, plus des prises de notes complètes. Et déjà à l'époque, c'était il y a 2-3 ans maintenant, on me disait tiens, ça serait bien d'avoir les transcriptions et on aimerait bien aussi pouvoir faire en sorte d'avoir des contenus pour faire la promotion de nos épisodes qui vont sortir, des posts pour LinkedIn, etc. Donc je m'étais mis ça sous le coude sans jamais trop y travailler. Et après est venu ChatGPT, le fameux, qui a permis de me dire tiens, je vais pouvoir enfin avoir quelque chose qui va me permettre de créer du contenu pour ces podcasteurs-là.
donc les posts LinkedIn et les résumés et tout ça. Et en plus de ça, la transcription aujourd'hui, elle est beaucoup plus accessible et beaucoup plus propre avec les outils de speech to text que l'on trouve sur le marché. Là où à l'époque, il y a encore 2-3 ans, c'était pas vraiment ça, et surtout en français. C'était beaucoup en anglais que ça marchait bien. Donc c'est le lien avec We Love Podcast, c'est le fait de pouvoir faire ce que ces personnes-là m'ont demandé à l'époque, sans pouvoir le faire au bon moment. Et aujourd'hui, ça tourne toujours autour du podcast, qui est une de mes passions. J'ai pas de podcast moi-même, j'aimerais bien en faire un, mais je sais qu'il faut tenir sur la durée, il faut du temps pour le faire. Donc je n'en lance pas, en tout cas pas tout de suite. Mais pour l'instant, je les écoute et j'aime bien travailler autour de ça sur mes side projects. Ok, super. Écoute, on va revenir après sur Scriptcast, mais avant, je vais te reposer la même question avec Victor, et notamment parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite différence peut-être entre vous. C'est que toi, j'ai l'impression, Victor, tu testes quelque chose, tu fais des choses, et si ça marche pas, tu arrêtes complètement. Ou est-ce qu'il y a des choses aussi que tu laisses tourner comme ça, peut-être un petit peu plus en sous-marin, comme disait Mickaël? Ouais, moi je teste des choses. Ma première application, si on peut appeler ça, c'était sur Glide, une application pour de curation de contenu de sport outdoor. Et je pensais que j'allais devenir millionnaire avec ça, tu vois. Du coup, je l'ai balancé sur des groupes Reddit et tout. Enfin, j'ai dû avoir 3 inscriptions. Je dis, bon, vas-y, je la supprime. Et après, ouais, j'ai lancé The Garage Studio. Et du coup, enfin, lien avec le no-code, c'était, je partageais toutes les semaines une idée à lancer en no-code avec tout, le plan détaillé et tout. Et là, en fait, c'est la première fois que j'ai gagné de l'argent grâce au side business. Et ça, je l'ai transformé maintenant en un autre produit qui s'appelle Build Earn, où c'est pareil, c'est dans Notion, il y a un plan d'étape pour construire son side business, plus des idées de business, etc. Et ça tourne toujours. Je fais des ventes un peu tous les mois grâce à Twitter, parce que le lien, il est juste il est enregistré sur mon profil Twitter. Et sinon, ouais, je teste, et si ça marche pas, en fait, après, je passe à autre chose. Et ouais, c'est surtout comme ça que j'essaie de faire des choses, en fait. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu ce mythe dans le monde, justement, des indie makers et tout, d'avoir des choses qui tournent toutes seules, un peu. Et ça existe, mais moi, j'ai l'impression quand même que c'est quand même relativement rare. Je sais pas ce que c'est votre avis là-dessus, mais est-ce qu'on peut avoir comme ça des choses que, hop, on lance, ça marche, et puis ça tourne tout seul, puis on peut passer au truc d'après, ou... Je vois que Mickaël, tu dis non un peu de la tête. Alors, personnellement, non, je pense pas. Il faut toujours qu'on ait du travail à faire au niveau justement de l'acquisition des utilisateurs. Si on n'en parle pas, ça peut pas décoller. C'est comme We Love Podcast, ça n'a jamais décollé à cause de ça. Même si l'idée est bonne, il faut faire venir les gens à toi. Ils vont pas te trouver tout seul. Sauf si tu as une super démarche de référencement SEO et que ça répond vraiment à une douleur. Alors les gens vont venir tout seuls et après il y aura du bouche à oreille. Et ça va tourner tout seul. Mais non, moi je pense vraiment qu'il y a du boulot, et ne serait-ce que pour maintenir à jour ta solution, plus ou moins complexe, il faut y travailler un minimum, quoi. Sauf si tu bosses avec ton projet, c'est de vendre des templates sur Notion ou des templates de marketplace sur Bubble. Là, oui, tu le fais une fois, puis après, tu le vends sur la place de marché, mais c'est tout. Et encore. Si c'est un produit, j'ai envie de dire, oui, à la limite, disons que ça, tu peux le mettre en ligne, mais après, tu t'es un peu noyé dans la masse, quoi, mais bon. Ouais, et encore, il faut quand même en faire la promotion tout le temps, quoi. De toute façon, donc... la promotion ou communiquer dessus. C'est pour ça que le building public, la construction publique, tu as un bon moyen de faire la promotion de ces produits. En ce moment, il y a parce qu'il y a beaucoup de Français qui construisent en public sur Twitter, et c'est comme ça que je suis arrivé aussi sur Twitter de mon côté. Et en ce moment, il y a Marc Loujon qui cartonne, il vient de sortir pareil, il lance plein de side projects, de side business, il appelle ça des startups, bref. Et là, il vient d'en lancer un qui a bien cartonné. Et parce qu'il construit en public, et sa promotion principale, je pense, c'est celle-ci, plus tout ce qu'il fait à côté, bien sûr, mais le fait d'en parler, c'est ce qui permet d'avoir des utilisateurs, enfin, des trucs qui tournent tout seuls, c'est rare, parce que même si c'est du SEO, du coup, il a fallu faire du travail, il faut mettre à jour les articles, enfin, faut en avoir fait plein, en tout cas, donc, je pense un peu... Ouais, ça, c'est vrai que c'est une des stratégies. D'ailleurs, je pense à Maxime Blondel, là, de The Family, qui était très un peu le promoteur des muses, etc. Lui, toute sa stratégie reposait toujours sur du référencement, quoi. Il essayait de trouver une niche qui n'était pas très adressée, beaucoup de référencement qui amène sur une marketplace. Je sais pas, je me souviens de ses projets, c'était genre, je sais pas, une mise en relation de trucs événementiels, enfin, je sais plus trop ce que c'est. Et de ce qu'il disait, après, c'est aussi The Family, ils ont aussi là, il y a beaucoup de communication, je trouve. Mais il disait, voilà, ça tourne tout seul, moi je fais rien. Enfin, si, non, il disait, je sais pas, une demi-journée par mois, ou je sais plus trop quoi. Enfin,
Bref, c'est pas forcément. Mais ce qui est intéressant, si je reprends peut-être ton exemple, Victor, c'est que donc, par exemple, tu as fait ce template Notion, donc ça c'est un produit qui existe, qui est assez pérenne dans le temps, de ce que je comprends, puisque c'est des concepts, quoi. Enfin, c'est des idées, une manière de faire et tout. Mais en fait, c'est le fait que tu sois actif, t'es très actif sur Twitter, t'as construit une très belle audience, fait que quelque part, j'imagine, même si tu parles pas directement de ce produit, tu amènes les gens à toi et ils peuvent voir parmi les choses que tu fais ce produit-là, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et le fait d'avoir, en fait, la création d'audience, c'est ce qui m'a permis, moi, entre guillemets, de me lancer dans les side projects. Puisque sans ça, je pense que j'en ai fait plein d'autres avant des side projects. J'en ai fait et ils m'ont jamais rapporté d'argent parce que il fallait faire des ads, il fallait, enfin ouais, faut faire quelque chose pour en faire la promotion, faut distribuer et créer une audience, parler de ce que l'on fait. C'est un moyen de faire la promotion de soi, de ces projets. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur LinkedIn, en tout cas de Français qui prennent la parole sur LinkedIn, qui viennent sur Twitter aussi. Je pense que le Twitter français est en train d'exploser. Bon, il n'y a pas que du bon, mais ils viennent dessus en tout cas. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis allé sur Twitter. C'est grâce au no-code et à la construction publique, et notamment de Pierre à l'époque qui avait construit Pierre Tillement. Ouais, qui avait construit une plateforme et tout d'étudiants, de mettre en relation des étudiants. Et c'est pour les stages, ouais. Ouais, voilà. Et c'est grâce à ça que je suis arrivé sur Twitter, alors que Twitter, j'y connaissais rien et j'avais surtout pas envie d'y aller. Et j'ai vu qu'il y a une communauté, en fait, une communauté no-code plus building public française, mais surtout anglophone. Et voilà, c'est ce qui m'a permis, en fait, de me lancer là-dedans et de commencer à faire des projets et des ventes sur certains produits, quoi. Est-ce que tu avais participé à 100 Days of No Code? Est-ce que vous voyez forcément, j'imagine, ce hashtag? Est-ce qu'un de vous deux avait participé à ça? Parce que Pierre était un des premiers, il me semble, français qui avait fait ce challenge, donc de faire du no-code pendant 100 jours. J'ai pas fait les 100 jours. J'ai vu le hashtag, ça m'a vite attrapé et j'ai vite embarqué là-dessus aussi, mais j'ai pas du tout tenu. J'ai fait peut-être une semaine ou 2 semaines, mais pas plus, quoi. Moi, je l'ai fait aussi, mais je suis pas. En tout, j'ai dû faire les 100 jours, mais je l'ai pas toujours communiqué dessus et j'ai pas fait les 100 jours d'affilée. Mais ouais, c'était Pierre. Pierre, il était chaud. Il était chaud. Ouais. Et franchement, c'est un peu. Enfin, je veux dire, c'est entièrement grâce à lui que je suis arrivé sur Twitter. Et j'en ai pas parlé, mais aussi au Slack, à Contournement, quoi, à la communauté que vous aviez créée. J'ai dû faire partie des tout premiers. C'est comme ça, en fait, que j'ai mis un pied à l'étrier dans les side projets, le no-code et tout. Donc, c'est cool. D'ailleurs, j'allais dire une aparté, mais c'est pas vraiment une aparté, c'est complètement lié. Moi, je me souviens bien aussi de quand tu as débarqué dans la communauté et tout ça, mais t'étais un peu anonyme. C'est-à-dire que Michael l'a dit tout à l'heure, tu avais cette identité là autour du lama. Et est-ce que c'est une question que d'ailleurs ça fait longtemps que j'étais curieux de te la poser. Est-ce que c'était une volonté d'être un peu anonyme? Est-ce que c'était juste un peu un élément de branding? Est-ce que c'était quelle était l'idée? En fait, moi, j'aime pas mettre en avant. Je suis plus de nature introvertie, et du coup, être sur les réseaux avec ma tête, tu vois, ça reflète plein de choses après qui. Si t'échoues, tout le monde va le voir, tout le monde va se foutre de toi, et puis c'est toi, tu vas être identifié, c'est Victor qui est. Et du coup, j'avais créé ce personnage-là pour en faire un branding et tout. Et j'étais arrivé là-dessus, c'était assez drôle parce que ça avait bien marché, ça créait une intrigue en tout cas. Et en fait, j'ai changé même sur Twitter, j'ai changé, je sais plus. Je crois que c'est à force, je me suis dit en fait c'est dommage parce que je crée pas de vraies relations humaines, quoi. Et c'est le but quand même des réseaux sociaux. Mais ce truc-là, tu vois, j'ai toujours envie de le refaire. J'essaie de le relancer des fois, mais il faudrait que je me mette à fond et sous une autre forme et tout. Et bon, voilà, c'est un side projet parmi tant d'autres qui pourrait être fait un jour, mais ouais, je trouvais ça assez drôle, la macaroni. Ah non, c'était cool. Ouais. Enfin, non, franchement, moi j'aime bien. C'est un truc, j'en ai déjà parlé, mais moi je regrette un peu. Moi, j'aurais bien aimé rester anonyme en quelque sorte. Enfin, mais bon, c'est un truc, faut que tu t'y penses dès le début, tu vois. Mais après, c'est pas forcément à la limite mon nom, etc. Je m'en fous, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée. Enfin, moi, j'ai quelqu'un que j'admire un peu, c'est AJ, le fondateur de Card, que vous connaissez forcément, cet outil donc qui permet de faire des sites web. Et donc lui aussi, d'ailleurs, notamment, il fait beaucoup de building public sur Twitter, etc. Mais genre le mec, tu peux pas trouver sa tête, quoi. Tu peux pas trouver sa tête, tu peux pas trouver son nom.
il a tout fait. Enfin, je me souviens, il avait été interviewé par Georges, et enfin voilà, le gars, il a même pas vu son visage ni rien, quoi. Ouais, Donc c'est ouf. Mais ça me donne une idée, tu vois, de le relancer. Faut pas, vous dites rien surtout, hein. Vous en parlez pas si je relance, vous dites pas que c'est moi. On le dira pas. Bon, je couperai ça éventuellement. Non, bah écoutez, non, c'est hyper intéressant. Enfin, pour terminer sur ce truc, quand même, il y a un point que je relève, que vous avez dit, c'est ce côté construire une communauté. Enfin, c'est vrai que c'est devenu un peu dans les playbooks, les manières de faire, un peu de lancer des projets. Moi, j'ai lu très récemment le livre de le Minimalist Entrepreneur de Saïd Lavinia, le fondateur même de Gumroad, parce qu'il a fait ça tout seul. Je sais pas si vous l'avez lu ou pas. Vous y apprendrez pas grand chose si vous le lisez. Moi, je suis pas un fan des livres business comme ça, mais bon, lui, j'aime bien Gumroad quand même. Enfin, je trouve que c'est un beau projet. Donc, j'étais curieux. Puis, puis le mot minimaliste, j'avoue, m'a convaincu directement. Et voilà. Et lui, clairement, dans sa manière, il dit, voilà, commencez par faire une communauté avant même d'avoir quelque chose à vendre. Essayez d'avoir des gens qui pourraient potentiellement vous acheter. Et je pense que si c'est bien fait, si c'est fait sincèrement, tu vois, je sais pas, par exemple, toi, Victor, j'ai l'impression que tu l'as fait notamment grâce à ces illustrations qui t'ont permis. Enfin voilà, moi je trouve que de s'exprimer sur les réseaux et tout, bon, enfin, c'est tout à fait ok, quoi. Après, on voit un peu les dérives de ça, les gens qui forcent, qui copient tout le temps les mêmes recettes, qui essaient de faire rêver, qui postent sur LinkedIn tout et n'importe quoi. Mais bon, voilà, s'exprimer et commencer à avoir de l'audience, c'est quand même important, quoi. Ouais, carrément. Enfin, je te rejoins complètement là-dedans. Tu vois, moi, c'est ce qui me manquait dans mes side projets avant. C'est que je n'étais pas expert en ads et en SEO, j'avais pas envie d'en faire. Et c'était pour moi les moyens de générer du trafic et faire la promotion et distribution des side projets que j'avais. Et du coup, créer une audience, notamment sur Twitter, ça a été le moyen de remplacer les ads et le SEO, par exemple. D'avoir déjà un petit groupe de gens de départ qui potentiellement déjà peuvent te faire du feedback sur ce que tu essayes de lancer, peut-être être tes premiers clients et aussi tes premiers ambassadeurs, quoi. Et puis là, amorcer la pompe, parce que c'est ça qui est dur. Non, au début, c'est d'arriver à toucher les premières personnes, quoi. Sinon, quand tu lances un truc, t'es tout seul, tu mets ça au milieu d'internet où il y a d'autres millions de produits, c'est pas évident, Et quoi. puis c'est jamais perdu. C'est vrai qu'il y a une notion maintenant de personal branding et de marque personnelle, mais en fait, c'est jamais perdu. C'est ce qu'il faut se dire. C'est comme tu dis, si on est sincère et qu'on fait les choses, voilà, sans copier ou sans faire des titres, des titres comme on en voit beaucoup. Enfin, tu vois, quand on est à l'aise avec son contenu, c'est surtout ça en fait. Peu importe les titres que l'on fait, ce que l'on fait, Ouais. tant qu'on est à l'aise avec son contenu, en fait, c'est jamais perdu. Si demain, pour X ou Y raison, je sais pas moi, je dois redevenir salarié et il y a aucun souci là-dessus en plus avec ça. J'aurai une audience, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, ça pourra en profiter à la boîte pour laquelle je bosse. Je continuerai à faire des side projects. Enfin, pour moi, voilà, c'est des choses qui sont jamais perdues. Et personnellement, j'encourage tout le monde à créer une audience, une communauté, comme vous avez pu faire à Contournement. Enfin voilà, créer un groupe, créer des groupes de personnes et surtout parler de ce que l'on fait, quoi. Ouais. C'est vrai que tu parles de Contournement de la communauté. C'est vrai que nous, c'était clairement notre but à la base. Enfin, en fait, quand on est arrivé, on s'est dit, bon, il n'y a pas grand monde qui parle de no-code en France, on va faire une communauté, un podcast, une chaîne YouTube, et puis des formations, quoi. Ça, c'était le business. Mais en fait, tu vois, il y a un truc où on a été un peu dépassé quelque part par la communauté, et en fait, on s'est rendu compte aussi qu'on n'était pas hyper à l'aise Je trouve que c'est difficile, mais là, c'est vraiment propre à notre exemple, parce que de vouloir faire une communauté, un peu la communauté autour du no-code, c'était difficile que ça prenne et en même temps que ça soit la communauté de Contournement où on vend des choses. Et donc en fait, on a pris le risque, entre guillemets, de se dire, bon, non, on va plutôt partager ça et que ça soit No-Code France et que ça devienne vraiment gros. Et puis parce que de toute façon, on n'était pas à l'aise avec ça, donc c'était même pas un choix. Mais c'est marrant, je regrette pas du tout, mais c'est vrai que peut-être maintenant, je ferais les choses différemment, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, pour d'autres projets, c'est vrai que j'aime bien l'idée de aussi avoir une communauté de gens qui sont là par rapport à ce que j'ai envie de vendre, entre guillemets. Enfin, je devrais pas dire ça comme ça, parce que sinon, plus personne va me suivre. Mais non, c'est... Bon, passons à Scriptcast. Du coup, tu nous as un peu teasé, Michael, l'historique et comment vous en êtes arrivé. Donc, tu nous disais, donc, ça, toi, tout ton amour, on va dire, des podcasts qu'on partage. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux là-dessus? Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de faire ça ensemble? Et vraiment, c'est quoi le premier jour, en fait? Je sais pas qui veut répondre, qui est...
Je vais prendre la parole pour vas-y, ça parce Mickaël. que c'est vrai que moi, comme je le disais, j'ai déjà amorcé un peu la pompe là-dessus, c'est que j'ai découvert Victor au travers ce Garage Studio et la Macorne. D'ailleurs, comme c'était à la mode, je cherchais à savoir qui c'était, il n'y avait pas forcément de visage à mettre sur son nom, et moi, je croyais au départ que c'était Victor Newell, donc j'avais tout faux là-dessus. Et après, j'ai découvert ce barbu, on s'est dit, tiens, enfin, moi, je me suis dit, je vais lui envoyer quelques messages, donc il m'a répondu. Et on est resté en contact et on a repris contact quelques mois après parce qu'on voulait, on était à trois, on était avec Romain Lafito, petite dédicace, avec qui on aurait voulu monter un studio, quelque chose pour lancer des apps en fait, pour lancer des choses. Et puis ça s'est pas fait forcément, mais on est resté en C'est contact. ce qui s'appelait No Code 3000, hein, non? Non, The ça No n'a Code pas de Crew. rapport. Ah, The No No Code Code Crew, Crew, ouais. pardon. Je sais pas pourquoi, No Code c'est quoi No 3000 Code? ou 2000, c'était son pseudo à Romain. Ah oui, à Et The lui, No oui, Code d'accord. Crew, en fait, Et voilà, vous étiez c'est ensemble, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, les avis ont un petit peu divergé. Donc Romain est parti tout seul faire sa communauté. Il était beaucoup plus branché communauté et nous beaucoup plus produit, side project à lancer, etc. Donc avec Victor, on a gardé le contact. Sur Twitter, forcément, je voyais ce qu'il faisait et ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on avait des affinités. Et quand j'ai eu l'idée de Scriptcast, tout de suite, je lui en ai parlé parce que je voulais pas retomber dans les mêmes travers de We Love Podcast qui sont de ne pas pouvoir lancer parce que j'avais pas de communauté, ne pas pouvoir lancer parce que je suis peut-être pas aussi bon que lui en marketing, en growth, etc. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est orienté produit et qui aime bien mettre les mains à la pâte, donc faire les choses. Si on était une startup, je serais certainement le CTO et lui le CMO. Voilà, je pense qu'on verrait les choses comme ça. Tu diras si tu es d'accord après ou pas, Victor. Mais voilà comment on est venu à raccrocher ensemble les wagons sur Scriptcast. Et c'est quelque chose qu'il fait aussi à côté, hein, Victor. Il y a d'autres sujets sur lesquels il bosse en binôme pour d'autres projets. Mais en tout cas, voilà le mien et qui est devenu le sien aussi. Ouais, c'est C'est quoi bien ça. peut-être l'autre côté de l'histoire, et après j'aurai une question justement sur le fait d'avoir des partenaires. Et ouais, du coup, on s'était rencontrés, enfin, il a bien dit, Mickaël avec Romain. Ouais, grâce à Twitter, tu vois, enfin, s'il n'y avait pas eu Twitter, moi, il y a plein de personnes que j'aurais jamais rencontrées, en fait, sur Twitter, ce qui est assez fou. Et, en plus, là où ça matchait avec Mickaël et surtout le projet, c'est que moi j'ai toujours plein d'idées de business. Enfin, même encore à Scriptcast, je dis à Mickaël, mais vas-y, découpe cette feature, on n'en fait qu'une seule et on la vend et c'est sûr qu'on fait de l'argent. Du coup, il m'écoute, mais il me répond pas. Et, et du coup, j'avais déjà dû poster, je sais pas, il y a 2-3 ans, genre une idée sur Twitter, transformer ces podcasts en notes ou des trucs comme ça. Et alors qu'avant, il n'y avait pas l'IA. Et du coup, ça a matché. Et moi, le projet, je trouve ça hyper cool, ce type de produit. Ça peut servir à tellement de créateurs de contenu, en fait, que, que je voulais m'intégrer dans ce projet. Puis ça matche bien avec Mickaël. Je pense on est différents et complémentaires. Donc pour ça, c'est assez cool. Sans quelqu'un comme Mickaël, par exemple, moi, tu vois, je peux laisser tomber des projets. Et du coup, avec quelqu'un comme Mickaël sur un projet, tu vois, ce qui est bien, c'est que il te rappelle un peu à l'ordre, tu vois, quand on est un peu créatif, marketing, on part un peu dans tous les sens. Du coup, Est-ce que c'est ce qui est cool. justement, tu vois, il y a un truc qui m'interroge pas mal, c'est on parle beaucoup de solopreneurs, de indie makers, donc vraiment le indie, donc pour indépendant. Il y a beaucoup un peu une imagerie, je trouve, autour du fait d'être seul. Par opposition, d'ailleurs, dans les startups, là, on dit plutôt, il faut toujours avoir des cofondateurs, quoi. Il y a même cette règle fameuse qui est plus très vraie, mais que Y Combinator, ils prenaient pas de solo founder, comme on dit. Donc, ils disaient, en fait, leur thèse, c'était de dire, si t'as pas réussi à convaincre au moins une personne de s'associer avec toi, c'est que ton projet n'a pas vraiment de chance de marcher. Alors, je sais plus quel contre-exemple il y a eu au moins une boîte qui était une très grosse boîte qui a un solo founder. Mais justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que vous montrez, c'est qu'on parle quand même de side project, vous faites plusieurs choses en même temps, mais là-dessus, vous vous associez, quoi. Et donc, tu commençais à dire un petit peu les bénéfices de ça, Victor. Moi, je trouve que c'est important de souligner ça aussi, parce que moi, ça me fatigue un peu, que je trouve ça dommage, en tout cas, qu'on glorifie vachement le fait d'être tout seul, alors que franchement, c'est dur, quoi, d'être seul, en fait. Ouais, carrément. Et je te rejoins. Excuse-moi, Mickaël, je te laisserai la parole après, mais je te rejoins. Et en plus, je pense là où c'est dur, et moi, je suis en train d'en faire l'expérience
sur un projet que j'ai lancé qui s'appelle Ice Copy pour générer des séquences de cold email que j'ai monté en mode SaaS et que je vais faire pivoter parce que je pense que le modèle SaaS il faut avoir des cofondateurs, il faut être plusieurs pour un modèle SaaS. Et après, sur des micro-produits, des templates Notion, des produits, ce que je vais appeler des produits one-shot, quoi, où tu payes pour l'usage une fois. Et ça, je pense que tu peux le faire tout seul. Mais si tu veux faire du SaaS ou ce genre de produit, je pense qu'il faut être plusieurs. Enfin, tu vois, l'expérience me montre qu'il faut être plusieurs, en tout cas. Toi, Michael, est-ce que le fait d'avoir fait We Love Podcast tout seul, tu t'es dit j'ai envie sur une prochaine aventure d'être avec quelqu'un, ou c'était parce que là ça matchait bien, enfin... Non, complètement. C'est mon grand regret sur We Love Podcast, c'est de ne pas pouvoir avoir passé de temps sur la partie acquisition, trafic et SEO. J'avais bien pris une stagiaire durant 2 mois qui m'a fortement aidé sur la rédaction d'articles de blog, sur la construction d'une communauté sur Discord, etc. Mais je voyais que si c'était pas animé et s'il n'y avait pas de méthode derrière, ça ne fonctionnait pas. Là, sur Scriptcast, je savais qu'il fallait faire du cold mailing, chose que je ne savais pas faire. Bon, maintenant, je m'y connais beaucoup plus, mais je savais que Victor, lui, il savait le faire. Quel outil utiliser pour faire du cold mailing, comment scraper. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'appuyer sur les compétences de Victor. Du coup, je pense que là, on comprend bien la répartition des rôles. Juste par curiosité, toi, Victor, tu travailles un peu sur, vu que tu fais aussi du Bubble, sur le produit en lui-même, ou c'est plutôt Michael, comme tu disais, plutôt Non, CTO? là-dessus, non, je le laisse et je pense qu'il est meilleur que moi. J'en suis même persuadé. Du coup, Ok. il n'y a pas de souci là-dessus. Et alors justement, du coup, je vais réserver la question suivante à Michael, mais forcément, j'ai envie d'en savoir plus un peu sur la stack technique, un petit peu comment ça fonctionne en coulisses sur Scriptcast. Peut-être déjà, si tu veux rappeler juste le pitch en une phrase. Ouais. Voilà, et puis dire un peu comment, tu vas pas forcément livrer peut-être tout vos secrets, mais juste comprendre un petit peu la stack, quoi. Ouais. Alors le pitch rapide, c'est, comme je l'ai annoncé tout à l'heure en teasing, c'est de pouvoir transcrire ces épisodes de podcast pour en tirer un texte complet, que ce soit en français ou en anglais. Et à partir de ce texte-là, jouer avec les outils qu'on a à disposition, dont je citerai les noms après, pour en tirer des contenus texte, type résumé d'épisode, type chapitrage, donc le timestamp, on appelle ça en podcast, le chapitrage, des posts LinkedIn, des posts pour les réseaux Twitter, etc. Donc du contenu pour réseaux sociaux, des idées de titres, parce que là aussi, avant, quand j'écrivais des résumés, on me demandait d'écrire des titres, de proposer des titres, et j'avais du mal à trouver des titres sur un podcast. Donc là, ça propose des idées de titres, plusieurs. Ça propose aussi des idées de contenu pour une newsletter si tu en as une. En tout cas, tous les contenus qui vont te permettre de faire la promotion de ton épisode ou de ton podcast en général à partir d'une transcription. Donc ça, c'est le pitch. Ça permet de faire beaucoup plus vite ce que tu faisais à la main avant. Et forcément, quand tu es podcasteur, toi, tu aimes bien faire les interviews. J'imagine que tu aimes beaucoup moins faire les promotions, écrire les contenus. Donc c'est là où Scriptcast rentre en jeu et vient t'aider et te permet d'aller beaucoup plus vite sur la rédaction de ces contenus-là. Ouais, non, carrément, ouais, non, je confirme. Bon, on en a déjà parlé en privé. Alors moi, du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, du coup, j'ai fait un peu tout seul, comme c'était un peu concomitant. J'ai suivi aussi tous ces outils, trucs, et donc j'ai fait un peu mes propres automatisations. Mais néanmoins, à un moment, j'ai pas non plus forcément envie de réinventer la roue, donc il faudra qu'on en reparle. Mais alors, du coup, dis-moi un peu comment ça fonctionne, comment un peu, enfin, tu vois, quels outils, quel parti pris technique, on va dire, t'as pris pour réaliser ça. Alors moi, mon outil favori, c'est Bubble, hein, donc tout de suite, je suis parti sur Bubble. J'ai pas cherché à faire une appli mobile avec Flutterflow, à utiliser, pourquoi pas Noodle, parce que j'avais aussi découvert Noodle en même temps, donc je voulais m'y mettre, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller sur Noodle pour construire ce projet-là. Mais je me suis dit, non, il faut que j'aille vite, j'ai pas le temps de monter en compétence sur d'autres outils, donc je vais faire ce que je sais faire avec les outils que je connais, et j'ai construit tout de suite un proto, même pas un MVP, mais un proto sur Bubble. Là-dessus, j'ai branché plusieurs API, donc il y en a pas mal, mais les principales, c'est des API de speech to text et d'IA de rédaction de contenu. Voilà, il n'y a rien d'autre, c'est vraiment très centré Bubble et API. Et Bubble t'a permis de tout faire pour l'instant, t'as pas rencontré de... Est-ce que tu vois, dans le choix des fonctionnalités à implémenter, la partie technique, est-ce que te permet Bubble à influer, ou avec Bubble, tu peux faire ce que tu veux et donc vraiment vous êtes libre d'implémenter ce qui vous paraît être le plus intéressant pour le produit?
Non, franchement, on est libre de faire ce qu'on veut. On va très loin déjà avec Bubble et dès lors que, ce que tu veux implémenter ou intégrer, a une API, bon après c'est porte ouverte. Tu utilises, le fameux plugin API Connector de Bubble. Pour le peu que tu saches lire une documentation, que ça soit pour du Stripe, pour du Spotify, pour du YouTube, pour ce que tu veux, une fois que tu comprends une documentation, tu sais implémenter ces fonctionnalités-là dans ton application faite avec Bubble. Et du coup, c'est là où ça devient une application beaucoup plus puissante que si tu n'utilisais pas d'autres outils. Ouais, tu rappelles là un truc important, hein, quand même, c'est le sujet des API, hein. C'est-à-dire que la partie technique, avoir les outils, c'est bien, mais là, j'imagine, tu dois t'interconnecter avec plein de choses, d'arriver à comprendre, bien lire la documentation, comprendre, etc. Ça, c'est quand même hyper important, quoi. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que, peut-être sur la partie plus, justement, de ton côté, Victor, toi, quelle a été un petit peu la stratégie, les choses que vous vous êtes dites tout de suite pour le lancement, comment acquérir vos premiers utilisateurs, finalement? Ce qu'on s'est dit tout de suite, tu m'arrêtes Mickaël, c'était surtout orienté utilisateur français en fait, tout d'abord, parce que il y a des outils qui existent, mais c'est en anglais. Enfin, de toute façon, la plupart des super outils sont en anglais de toute façon. donc, euh, donc il y avait rien pour le marché français. Et du coup, c'était avoir une communauté voilà, d'utilisateurs français qui permettent ensuite de faire évoluer le produit, en tout cas le MVP, la bêta, peu importe où on en est, mais de faire évoluer le produit, d'avoir des feedbacks et comme c'est plus simple dans notre langue, on l'a fait en français. Et je pense que ça, c'est mon avis, que si on arrive à craquer, et on a réussi à le faire, en fait, je dis si on arrive, mais parce que au départ, on n'y arrivait pas, enfin c'est pas qu'on n'y arrivait pas, c'est que je pense les IA étaient pas encore prêtes et à craquer le sujet voilà, en français, en fait, tu trouves vraiment un potentiel de marché qui est assez fou sur le marché français, en fait. Et c'est là que, même au-delà de Scriptcast, il y a plein de choses à faire autour des IA et des solutions pour le marché français, quoi qu'il en soit. Et du coup, voilà, notre objectif, c'était créer une communauté d'utilisateurs français, faire évoluer le produit comme ça, et surtout en termes d'acquisition, faire du cold email, et se baser aussi sur la communauté de Michael, qui lui a une communauté de podcasters. Moi sur Twitter, j'ai pas de communauté podcasters, LinkedIn non plus. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé à avoir nos premiers utilisateurs payants, et pour l'instant on est content parce que enfin en tout cas je trouve qu'on n'a pas trop appuyé sur le marketing. Doucement on le fait et on a des bons feedbacks et puis il y a des premiers utilisateurs payants, donc c'est cool. Et c'est quoi un peu l'objectif que vous vous fixez? Est-ce que vous avez fixé un objectif? Est-ce que vous avancez comme ça? Est-ce qu'il y a un moment où justement un peu vous allez vous dire bah non là ça marche pas, on arrête, enfin. L'objectif, il est simple. Alors d'abord, si je rebondis sur ce que vient de dire Francis, j'allais dire n'importe quoi. Francis, c'est mon père. Non, mais j'ai vu aussi un film hier, enfin un spectacle et il parlait de Francis dedans, donc ça m'est resté, je pense. Le spectacle de Roman Frécinet. Donc pour rebondir sur ce qu'a dit Victor, c'est que oui, en français, mais pas le produit. Le produit, lui, il est rédigé en anglais. J'ai hésité à le faire en français, mais j'ai tout fait la plateforme en anglais. Pourquoi? Parce que demain, ça peut toucher d'autres personnes et d'autres que je ne connais pas aujourd'hui. Là, ce qu'on connaît aujourd'hui, nous, c'est les francophones, que ce soit français ou canadiens. On a des contacts. Et le fait de passer par ces gens-là, ça va beaucoup plus vite dans la prise de feedback. On aime bien avoir des commentaires. Qu'est-ce qui marche pas? D'ailleurs, j'ai mis des petits boutons c'est bon, ça marche bien ou ça marche pas bien. Et quand ça marche pas bien, ils disent pourquoi et ça me permet de rebondir là-dessus et de les accompagner en fait dans la démarche. Et bien souvent, ceux qui payent sont ceux que j'ai accompagnés en leur disant bah tiens, c'est comme ça qu'on fait. Et là, si ça marche pas, c'est parce que tu as fait ça. Souvent, ils mettent au lieu de mettre un lien de téléchargement de fichiers audio, ils vont mettre le lien Spotify. Donc forcément, ça marche pas. Et je leur dis, je leur montre. Et le fait de les accompagner, bah, ça les amène à sortir leur carte bleue parce qu'ils aiment le produit déjà, mais aussi ils se disent tiens, le fondateur il est là pour nous aider. Et le fait de pouvoir communiquer en ce sens-là, c'est beaucoup plus simple que si ça avait été des gens qui parlent en anglais. C'est plus complexe. Même pour nous, communiquer sur les réseaux, LinkedIn ou autre, on le fait en français. Bien sûr. Donc voilà pourquoi on attaque le marché francophone. Et effectivement, au niveau technologie et stack, aujourd'hui sur les outils, c'est beaucoup plus simple de travailler maintenant avec ces outils-là parce que sur du français, ça marche bien aussi.
J'ai peut-être oublié la question que tu m'avais Non, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un écueil d'ailleurs un petit peu que j'ai déjà eu aussi par le passé sur des projets, de se dire bon, on a une super idée, elle est géniale, autant il faut le faire en anglais pour conquérir le monde entier directement. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un écueil parce que franchement, en vrai, tu as dit Victor, en France, il y a du monde, quoi. Je veux dire, déjà, c'est un très beau marché. Je veux dire, il y a moyen de faire des très beaux business juste en français. Et après, pourquoi pas, comme vous l'avez dit, étendre. Mais moi, franchement, c'est un truc, je trouve que c'est vraiment... tu viens de le dire très bien, c'est beaucoup plus facile de communiquer en français. Tu as quand même déjà une communauté un peu naturelle autour de toi, des gens que tu connais. T'as des trucs, juste c'est bête, mais sur LinkedIn, si tu publies en français ou en anglais, ça n'a pas la même portée. Et les gens, si tu as plus de gens dans ton réseau français, etc., tu touches plus dedans, quoi. Donc il y a franchement que des bénéfices. Mais la question, c'était les objectifs. Ça m'est revenu, ouais. Donc les objectifs, premièrement, nous, c'est de faire un produit qui marche bien et qui soit adopté. Aujourd'hui, on a un taux de transformation à peu près de 10% entre les utilisateurs qui essayent et ceux qui payent. Ok, c'est pas mal. C'est bien. On veut augmenter ce ratio-là. Ouais, c'est bien. Franchement, je suis content pour une première. On veut augmenter ce ratio-là et surtout avoir des retours, avoir des feedbacks. Ça, c'est vraiment important pour qu'in fine, on ait un produit sur lequel les gens aient le moins de friction possible. Sur ce MVP-là et la V1 qu'on a sorti, j'ai beaucoup travaillé pour que, Victor aussi a travaillé là-dessus, on a beaucoup travaillé pour qu'il y ait le moins de friction possible et que ça soit le plus naturel de l'inscription à l'utilisation jusqu'au livrable. Et donc, on veut continuer à ça. Le but premier, c'est toujours garder ce taux de transformation entre utilisateurs gratuits et payants, l'améliorer, mais aussi qu'il y ait moins en moins de retours négatifs, si je peux dire, en tout cas de critiques, des feedbacks qui sont constructifs, mais de moins en moins. Arrivé à ce niveau-là, le but, là, on va sortir la V2 de Scriptcast dans quelques jours, donc, fin du mois de septembre, début octobre, et c'est d'intégrer de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer les performances de l'application pour qu'elles soient plus rapides. À terme, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait encore plus d'abonnés, forcément, comme tout business, pour qu'on ait un MRR qui soit correct. Aujourd'hui, le MRR, il est au rendez-vous déjà, mais il est faible, et on veut qu'il soit correct pour que ça puisse nous dégager du temps, parce qu'aujourd'hui, on travaille en freelance. Alors pour moi, en tout cas, c'est ça, Victor, tu me le diras aussi, c'est ça ton plan, mais c'est de faire moins de journées de freelancing dans le mois pour pouvoir profiter plus de la vie, de sa famille, de ses enfants, voyager, courir pour Victor, moi faire d'autres choses, et grâce à ce SaaS qui nous apporterait du MRR, même si c'est pas beaucoup, au moins. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est MRR, parce que c'est une métrique qui est vraiment phare, on va dire, chez les indie makers. Donc c'est le revenu mensuel récurrent en français, et c'est tout simplement la somme de tes abonnements additionnés tous les mois qui t'apporte du chiffre d'affaires. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté récurrent. Je pense que c'est un petit peu ça le Graal, c'est de se dire que c'est un peu prédictible, c'est-à-dire que tous les mois, a priori, si tout va bien, si les gens sont toujours contents et qu'ils ne churn pas, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont pas se désabonner, et tu restes sur un truc comme ça, tu sais que tous les mois, a priori, tu vas gagner ça, et donc, dans vos cas, et ça c'est intéressant, j'aimerais bien qu'on vienne justement sur ce point-là, peut-être diminuer ce que vous faites à côté, en tout cas le côté freelancing, parce que ça, on l'a pas encore beaucoup évoqué, mais donc vous avez chacun aussi une activité de freelance, j'imagine, donc c'est là où on comprend que en fait c'est quand même un side project, mais peut-être que les proportions après peuvent s'inverser. Victor, qu'est-ce que tu fais toi, au quotidien en plus de ça? C'est quoi ton activité principale? Qu'est-ce que tu désignerais? Moi, ce que je dis, c'est que mon activité principale, c'est d'être avec ma famille, et le reste, c'est que du side project. Donc, tu vois, mais en réalité, non, mon activité principale, en tout cas, ce qui me génère le plus ce qui me génère des revenus, on va dire le plus, je suis indépendant, je fais des illustrations, je fais de l'accompagnement de la gestion de projet en marketing, produit et growth. Enfin, voilà, c'est un peu cette partie-là. Mais alors d'un côté, j'ai envie de le lâcher, mais de l'autre aussi non, parce que ça me permet aussi de progresser sur certains points. Tu vois, en ce moment, je m'oriente sur tout ce qui est IA, automatisation. Donc, tu vois, prendre des missions aussi là-dessus, ça me permet de progresser aussi, pour moi aussi, tu vois, pour les projets que je peux avoir. Donc, disons, c'est un mix à trouver entre les deux, que je trouve qui est important, parce que même si demain on fait 1 million de MRR, je pense que j'aurai toujours des projets à lancer, et voilà, tu vois, j'irai pas sur une île, sur une île avec mon cocktail. Juste pour comprendre, aujourd'hui, en termes de proportion, c'est tu vois là ce que tu dis, donc quand je dis principal, effectivement, c'est peut-être ce que tu fais qui te rapporte le plus d'argent. Est-ce que c'est
50% de tes revenus, 90%, enfin si tu as envie de le dire, mais c'est juste pour qu'on comprenne, parce que je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, c'est souvent un mix, en fait. Enfin, l'objectif qu'on peut avoir en tant qu'indépendant, c'est un peu un mix de différentes sources de revenus. En fait, ça dépend, mais c'est entre 80 et 90%, on va dire. La partie indépendant, mais tu vois, je mets quand même les illustrations en side project parce que j'en ai pas fait la communication pendant un an, et là, je reprends la com dessus. J'ai un autre livre là qui devrait arriver normalement à illustrer. Cool. Du coup, ça, je le mets aussi en side project parce que finalement, tu vois, c'est pas mes compétences clés. C'est pour ça que je me dis que c'est des side projects. Donc, on va dire entre 80 et 90%, et le reste en fonction des mois. Si j'ai envie de faire la promotion d'un de mes produits, bah, tu vois, je peux avoir entre 0 et 1000 euros en plus par mois, mais c'est très variable en fait, tu vois. Ça peut être 0 pendant 6 mois. Il n'y a pas de règle absolue parce que je me focus pas dessus à fond. Là, tu vois, j'ai décidé de me focus sur un produit par rapport à LinkedIn, tu vois, une formation pour apprendre à illustrer, faire des visuels comme je fais. Donc, je vais me focus là-dessus pendant un mois en tout cas. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, la proportion c'est plus celle-ci quand on fait des side projets. En tout cas dans mon cas, même si finalement peut-être que les 20% c'est peut-être 30-40% parce qu'on bosse le soir, parce que on bosse devant Netflix, on bosse devant la série Bernard Tapie et tout, tu vois. Mais mais en termes de revenus, ouais, c'est ça. Ok. Et toi, Michael? Alors moi, 100% de mes revenus, c'est du freelancing. Je bosse entre 2 jours et 3 jours et demi par semaine en freelance. Tout simplement parce que j'ai une journée où je garde mon fils. J'ai un enfant là qui vient d'avoir 1 an, donc je le garde. Il n'y a pas de nounou le mercredi, et c'est un plaisir de le garder. Et je laisse un jour off pour moi, pour pouvoir monter en compétences, me former, travailler sur Scriptcast ou d'autres projets aussi à côté. Mais principalement aujourd'hui, Scriptcast, moi j'y travaille le soir. Justement après la série, je fais pas ça pendant la série, mais après Netflix, vers 22h jusqu'à 1h du matin, je vais bosser sur Scriptcast. Parfois un petit peu le midi aussi, mais c'est plus rare maintenant parce que j'ai repris le sport. Et voilà, donc 100% de revenus freelancing, essentiellement des missions Bubble. Je suis expert Bubble, donc c'est comme ça qu'on me connaît et qu'on me contacte. C'est pour ça qu'on me contacte. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est automatisation. Moi, je dis toujours que si j'avais été un vrai développeur, j'aurais été dev backend. Et je le vois encore plus maintenant. J'ai commencé par des missions Bubble d'intégration de maquettes de Figma vers Bubble, et ça me gave. J'ai plus envie de faire ça. Là, je m'éclate aujourd'hui. J'ai une mission qui réunit à la fois Bubble et Make. Et il y a beaucoup de back-end avec des process d'API de fou, etc. C'est vraiment, ça me prend la tête, mais j'adore ça. Donc, je pense que j'aurais été back-end développeur. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu monter en compétence sur Make pour faire des automatisations. Donc j'ai suivi la formation chez Contournement, grâce à Lilian, que j'ai connu et que j'ai croisé chez Allegria au tout début, qui commençait sur Make. Lilian, c'est Voumian. Il démarrait sur Make, il avait un TJM de très petit TJM, et je l'ai vu grimper sur LinkedIn avec ça. Il s'est fait sa propre communauté, son propre branding. Maintenant, voilà, il en vit très bien, et je me suis dit, tiens, Make, ça m'attire, je vais en faire aussi. Donc, quand vous avez sorti cette formation-là avec lui et Louis de Vaumas, je l'ai suivi tout de suite. J'ai passé les certifs niveau 4 chez Make. Donc, je me suis dit, maintenant, voilà, il faut que je trouve des missions là-dessus. Et la chance que j'ai eue là, c'est de pouvoir trouver une mission à la fois sur Bubble et Make. Donc, c'est canon, quoi. Je suis très content. Et à côté de ça, je fais des petits challenges sur le cercle des ops que tu gères aussi. Une autre communauté que tu gères, le cercle des ops, où il n'y a que des automaticiens, on va dire, peut-être. Ouais, automatiseur, automatiseuse, je sais pas, ouais. On n'a pas encore trouvé de bons mots. Parce que opérateur, opératrice, ça marche pas très bien. Moi, j'aime bien, mais ça fait un peu, on a l'impression d'avoir quelqu'un en train de mettre des câbles, comme dans les années 50, là, câbles de téléphone, donc ça marche pas terrible. Mais ouais, non, c'est hyper cool aussi. Ok, non, mais c'est intéressant parce que ces questions de proportion, c'est vrai que c'est à la fois l'argent que ça rapporte et le temps qu'on y passe, quoi. Et en fait, enfin, moi, clairement aussi, mon objectif, c'est en priorité de travailler moins, quoi. De travailler moins sur mon job principal, entre guillemets, mais aussi de faire des choses à côté. Enfin, moi, j'aime bien, je pense qu'on se rejoint pas mal là-dessus. Et après, c'est question de proportion, et puis ça évolue au fil du temps, quoi. C'est difficile de trouver le bon mix, quoi. Moi, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est voyager. J'ai pas forcément eu la chance de voyager étant jeune et de le faire aujourd'hui, parce que je n'ai pas forcément les moyens non plus aujourd'hui. Mais demain, si j'ai un projet comme Scriptcast ou un autre qui me permet d'avoir des revenus un peu plus élevés, c'est vraiment, pour moi, ça sera que du bonheur. Je mettrai tout dans les voyages pour faire plaisir à ma famille, et à côté de ça, pouvoir continuer à me former, me payer des formations, etc.
Est-ce que tu es en train de nous dire que tu voudrais t'installer à Bali avec ta famille pour être un vrai Non, indie pas du tout. maker de là-bas? Non, quand je dis voyager, c'est plus en mode vacances et profiter, rien faire du tout. Justement, c'est de ne rien faire. J'avais entendu un podcast, justement, il en avait un aussi, ce gars-là, je sais plus comment il s'appelle, mais il avait monté un SaaS, c'est un Belge, il avait monté un SaaS qui s'appelle Photo Studio, un truc dans ce genre-là. Et il avait monté ça tout seul. Il avait réussi à avoir un revenu récurrent mensuel assez conséquent. Et après, du coup, lui, il se dit tiens, je vais aller en vacances à Tenerife. J'adore bosser. J'adore faire du surf aussi. Donc, il est parti en vacances à Tenerife. Et ça m'a fait rêver en fait de se dire tiens, le mec, il a réussi à décrocher le pactole avec son SaaS entre guillemets. Hein. Le pactole, ça reste quelques centaines de milliers d'euros mensuels, mais ça permet d'avoir plus de liberté, de voyager, de faire ce que tu as envie. Et au final, lui, maintenant, il est installé là-bas et puis il en profite, quoi. Ouais, non, on est d'accord. Après, il faut chacun trouver ses objectifs. Mais en tout cas, je trouve que tout ça, pour moi, ça revient à l'indépendance, en fait. L'indépendance financière, c'est quand même hyper important. Et si ça peut venir grâce à un revenu d'un SaaS, par exemple, c'est quand même ce qu'on connaît dans la tech le plus fréquent. Ou alors, voilà, la vente d'un produit ou de formation, des choses comme ça, qui soit un peu récurrente, qui va pas tourner toute seule, mais c'est quand même chouette, quoi. Ou la revente d'un SaaS. Ouh là, effectivement. Ouais, mais tu vois, ça c'est un bon point. Parlons-en, tu vois, parce que évidemment, moi, c'est un truc. Bon, je fais pas de SaaS, mais j'aimerais bien un jour vivre cette expérience. Forcément, ça fait rêver un peu tout le monde quand t'es dans la tech. Mais est-ce que c'est pas plus facile, enfin, à vivre, hein, je veux dire, d'avoir plutôt un revenu récurrent, tu vois, tous les mois, que d'avoir une grosse somme d'un coup? Je sais pas, tu vois. Enfin, ça c'est plus un peu une question perso, mais allez, tu vois, Victor. Non, mais tu vois, c'est marrant que tu as posé parce que c'est exactement ce que tu vois, la question que je me pose là avec le micro-SaaS que j'ai fait là pour les séquences de cold email. C'est que, tu vois, maintenant là, je me suis fixé un mois où je vais lancer des petits produits. En parallèle de Scriptcast, enfin, c'est vraiment des petits produits. Tu vois, je suis en train de finaliser No Code Flix où je vais recenser toutes les vidéos pour apprendre à faire des outils en no code. Trop bien. Et l'idée, c'est de faire des petits micro-produits comme ça et de les revendre derrière, tu vois. J'ai envie d'essayer ça parce que, je sais pas, je trouve, tu vois, je me sens plus à l'aise avec ça en tant qu'indépendant. Seul, je veux dire seul sur un projet, tu vois. Que d'être seul à gérer un SaaS sur le long terme. Tu vois, je préfère faire des petits produits et les revendre seul, je précise, que, Ouais. tu vois, que être seul sur un SaaS et essayer de le faire grossir pour essayer de le revendre ou même le garder pérenne, tu vois. Donc, je pense que c'est un modèle. C'est un peu différent parce que quelque part, ce que tu dis là, c'est intéressant, mais tu vois, si c'est des petits produits, on peut estimer que tu vas pas les vendre, enfin, je te le souhaite, hein, mais ce sera pas forcément quelque chose qui va te ramener pour vivre le reste de ta vie, quoi, on va dire. C'est plus, en fait, tu vas devoir tout le temps en faire des nouveaux, ce qui est génial, puisque c'est quelque chose qui a l'air de te plaire. L'idée... Mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Mais l'idée pour moi, c'est que c'est toi de faire comme si tu avais un petit startup studio, tu fais des produits, tu les revends et tu réinvestis ça soit dans des boîtes ou soit dans l'accompagnement d'autres projets, tu vois, où tu investis dans autre chose, n'importe quoi, l'immobilier, la finance, ce que tu veux. C'est plus dans ce sens-là, tu vois, que je le vois. Et pour moi, je trouve que t'as moins de pression que de faire grossir un SaaS, par exemple, tu vois. Ouais. Et ça correspond un peu à ce que tu nous disais tout au début, c'est-à-dire que toi, ce qui te plaît, c'est la phase au début de création, de lancement. C'est vrai que c'est ce qui est aussi excitant, plus des fois. Alors après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent le run, comme on dit, c'est-à-dire vraiment exploiter quelque chose. Parce que le début, le lancement, c'est pas facile aussi. C'est-à-dire tu pars de zéro, t'as rien, tu galères, enfin, tu dois tout. Donc ça dépend vachement des personnalités. Complètement. Et toi, Michael, qu'est-ce que tu préférais entre vendre, tu vois, si à somme égale, tu vois, sur 20 ans, on va dire, c'est soit je te donne tout l'argent tu vois, de ton truc un jour, ou alors c'est tu vas l'avoir sur 20 ans, quoi. Alors moi, vendre, oui, mais pas pour quelques milliers d'euros. Si c'est un petit produit, un micro-produit que tu vas vendre 2000 ou 3000 euros, c'est bien, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est construire quelque chose qui arrive à croître dans le temps, qui arrive à gagner des utilisateurs pour avoir de la valeur. Un SaaS qui apporte, je ne sais pas, peut-être 5000 euros par mois. Je sais pas, tu peux le vendre peut-être 100 000, 200 000 demain. Ça, c'est beaucoup plus impressionnant, je veux dire, en termes de revente. Tu peux te permettre de prendre une pause et de faire ce que tu veux pendant un certain temps. Là où des micro-produits, effectivement, tu les vends et après, tu vas les remettre sur ton livret A ou les investir en actions ou en immobilier, quoi. Non, mais c'est intéressant. Donc, tu préférais avoir, tu vois, admettons, tu arrives à un stade où tu as le choix entre continuer à gagner 5000 par mois, que ça fonctionne, ou
gagner 200 000, admettons, bon, on donne des chiffres un peu comme ça, mais tu préfères avoir la somme d'argent, quoi. Ouais. C'est une vraie question, moi je trouve ça hyper intéressant, parce que je trouve que c'est pas forcément plus facile à gérer, quoi. C'est le but. Moi, mon rêve, c'est pas d'être une startup avec un SaaS et de devenir une scale-up, etc. Le but, moi, c'est de construire un beau produit qui sera ici un SaaS, qui sera voué à plaire à beaucoup de monde, mais qui demain potentiellement sera revendu. J'ai aucun souci, moi, à revendre au bout d'un an et demi. C'est quelque chose de tout à fait normal, je trouve. C'est comme Hugo Benz qui a monté plusieurs business qui ont très vite monté 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bah lui, au bout d'un an et demi, à chaque fois, c'est ce qu'il dit dans ses podcasts, il s'en va. Il laisse son cofondateur, il lui laisse les rênes. Lui, il n'est plus opérationnel, il garde les parts, mais derrière, s'il peut revendre, bah, aucun souci pour revendre ses parts, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, et ça, je pense que c'est un petit peu un trait de caractère, entre guillemets, enfin, assez indie maker, quoi. C'est-à-dire un peu cet objectif. Il y a aussi, moi, je trouve intéressant ce que tu dis. Je sens un peu aussi un truc un peu de compétition, un peu sportive, c'est-à-dire arriver à faire un truc assez gros qui a assez de valeur pour faire un beau score, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Super intéressant. Bon, on pourrait parler longtemps de tout ça. Juste pour terminer un peu, quand même, je vais pas vous garder non plus toute la soirée. En plus, vous avez plein de projets sur lesquels travailler. C'est quoi un peu, si vous deviez résumer quelques leçons que vous avez tirées là justement de Scriptcast ou de vos projets, de ces quelques dernières années à faire des side projects, quelques leçons qui pourraient servir un petit peu de conseils, peut-être des écueils à éviter pour des gens qui se lancent et que ça fait rêver un petit peu aussi justement tout ça. Qui veut commencer? Moi, le conseil que je pourrais donner et que j'entends souvent autour de moi, en tout cas autour de moi, dans les podcasts que j'écoute ou dans les communautés que je suis, c'est justement d'avoir une communauté, d'avoir un réseau, d'avoir des gens sur qui s'appuyer, poser des questions pour déjà faire tester. Si tu es tout seul déjà à construire et que si tu es tout seul à essayer de pousser ton produit, c'est très difficile. Donc, construire quelque chose de tout seul, oui. Le faire lancer toujours seul, c'est là aussi, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Il faut que tu sois visible. Encore une fois, Victor le disait, on n'a pas d'ads. Les ads, c'est qui? C'est toi et ton contenu. Et je pense que ça ne peut ne marcher que comme ça. Je sais pas si c'est assez clair, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Et toi, Victor? Ouais, je pense que construire une communauté, c'est la première chose à faire, selon moi. En tout cas, construire une communauté en même temps que tu construis tes produits. Et après, quand même, si moi j'ai un conseil à donner sur le type de produit à construire, c'est des produits pour du B2B. Tu vois, voilà. Faites du B2B. C'est, entre guillemets, plus facile. Et c'est marrant parce qu'avec Scriptcast, est-ce que tu peux expliquer la différence peut-être que tu fais, et un peu peut-être illustrer avec des exemples, parce que je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde ce que ça veut dire. Faire du dropshipping ou vendre des t-shirts, c'est pour toi et moi en tant que tu le vends à des particuliers. Vendre à des particuliers, cherchez le mot, pardon. Merci. Vendre à des particuliers versus vendre à des entreprises. Et cibler les entreprises. Je pense que même avec des side projects, on peut cibler les entreprises. On peut faire plein de choses. Enfin, d'ailleurs, vous montrez plein d'exemples avec Contournement, en plus, ce qui est possible de faire. Donc, il y a plein de choses à faire là-dessus. Et Scriptcast, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a on est en chemin entre les deux. Même si je pense qu'on est plus vers des particuliers professionnels, parce que ceux qui vont utiliser la solution, c'est des utilisateurs qui ont un podcast, qui le font de manière régulière. Donc après, quand on fait de manière régulière, pour moi, sur les podcasts, on est des professionnels, parce que tout le monde veut lancer des podcasts, mais il y en a combien qui durent sur le long terme. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un marché sur ce type de produit. Mais voilà, construire une communauté, faire un produit passion au début. Et si ce produit passion, c'est pour cibler des entreprises, c'est encore mieux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, nous, c'est une discussion qu'on a très souvent avec Erwan. Où nous, on avait l'impression, on va dire qu'on se présentait plutôt comme une boîte B2C à l'origine, c'est-à-dire on vendait des formations, des produits de formation, les gens ils viennent, ils mettent leur CV, ils achètent, ils suivent les vidéos, etc. quoi. Mais en réalité, c'est pas vraiment des particuliers. Les gens qui suivent nos formations, quand même, ils ont un objectif professionnel derrière. Donc c'est ça qui fait la différence, qui fait qu'ils peuvent payer quand même des prix. Nous, on vend pas des formations à 10 € comme sur Udemy, donc forcément, en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on appellerait du B2C. Les exemples que tu donnais sont très clairs, de vendre des produits, des t-shirts, des choses comme ça. Et moi, j'aime bien aussi ce truc au milieu,
Parce qu'après, vraiment le B2B, et nous on en fait aussi chez Contournement, on fait des formations en entreprise, on va dans une boîte, on forme 10 personnes, et voilà, mais c'est très différent, c'est des très longs cycles de vente, il faut négocier, enfin c'est des choses assez différentes, tu as des prérequis, tu vas faire la paperasse, t'es payé 6 semaines plus tard, enfin 6 mois, je sais pas, ça dépend des fois. Et moi j'aime bien effectivement l'entre-deux, et tu vois, je vois bien ce que vous dites là sur Scriptcast, moi ça me parle parce que c'est, tu t'adresses à des gens, tu leur fournis un service professionnel pour un usage professionnel, mais c'est quand même des gens individuels quoi, quelque part, enfin qui sont, et ça c'est assez cool quoi. Et il y a un autre mot que tu as dit qui est important aussi, on n'a pas vraiment présenté les choses comme ça, mais il y a ce mot de passion. Il y a eu un moment, on parlait beaucoup de passion economy, creator economy et tout, et ça je trouve que c'est aussi assez cool quoi. Ouais, si tu travailles pour un produit qui te plaît, déjà, ça sera plus facile d'apprendre, de le vendre, de monter en compétences. Ouais, ça sert à rien de copier. Pour moi, c'était un peu, tu vois, les écueils que je peux avoir, c'est copier ce que les autres faisaient parce que je trouvais ça cool. Et en fait, dans mon cas, tu vois, tu t'épuises à essayer de créer quelque chose et tu te forces à faire les choses. Et pour le coup, se forcer quand tu fais un side project, bah, ça n'a pas trop de sens, tu vois. Tu vois, c'est plus autant le faire pour le kiff et s'amuser à le faire. Carrément. Super intéressant. Avant-dernière question, je vais dire dernière question, mais en fait il y en a 4 à chaque fois, donc non. Mais avant-dernière question, est-ce que vous avez des ressources, Michael, peut-être 1 ou 2 ressources, peut-être un podcast, peut-être autre chose, tu vois, justement un peu plus spécifiquement sur un peu ces méthodos, cette philosophie d'indie maker? Ouais, bah, justement, le nom est là, c'est Indie Maker. Si les gens n'y connaissent rien aujourd'hui et qui ces personnes-là veulent s'intéresser au mouvement des indie makers, des solopreneurs, bah, justement, écoutez le podcast Indie Makers de Martin Donadieu. Alors, il y a beaucoup d'épisodes. Aujourd'hui, il est terminé ce podcast-là, mais il y a franchement c'est bon à prendre, tout ce qui a été dit à l'intérieur, c'est bon à prendre. Aujourd'hui, il en a un autre qui s'appelle Solos, donc c'est un podcast en anglais où il parle de solopreneurs. Il attaque un autre marché, mais Indie Makers en français, c'est déjà super. Et vous pouvez écouter aussi SaaS Club, SaaS Connexion, tous ces podcasts qui tournent autour du SaaS et du produit. C'est intéressant aussi pour avoir les idées plus larges et prendre du recul, parce que quand on écoute des podcasts d'indie, de gens qui sont tout seuls, bah, on est focus sur une tâche en général, sur un produit, mais quand on écoute ce genre d'autres podcasts qui sont des podcasts autour du SaaS, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur ce qu'il y a autour, l'écosystème, le marketing, enfin des choses que l'on ne fait pas forcément habituellement, quoi. Super, je mettrai les liens de toute façon dans les notes. Je le mettrai à la main, ce sera pas automatique. Ça, de toute façon, je pense que ça va pas être évident de faire une IA qui va chercher les liens des ressources que tu dois mettre. Figure-toi que j'y travaille et ça peut arriver. Génial. Alors, je dis pas que ça sera là pour le fin du mois d'octobre, mais fin d'année, ça peut arriver. J'ai réussi à le faire, là, c'est de pouvoir détecter justement ce genre de choses-là. Quand on dit un lien, quand on dit un nom, Excellent. c'est détecté et mis à l'écart. Donc ça, maintenant, il faut voir si ça marche bien sur tous les podcasts et sur tous les audios. Mais voilà, peut-être un jour. Aujourd'hui, la prochaine feature qui arrive, c'est de pouvoir uploader un audio, enfin en tout cas une vidéo provenant de YouTube, chose qui n'était pas possible jusqu'alors. Aujourd'hui, on faisait que du fichier, que des liens de téléchargement, voire même des flux RSS sur lesquels tu viens choper ton épisode s'il est déjà dans le flux. Donc là, c'est le lien YouTube. Et après, là, les features qui vont arriver derrière, c'est comment on se différencie de la concurrence et qu'est-ce qu'on apporte de plus par rapport aux concurrents. Le lien YouTube en fait partie, mais moi, ce qui me plaît beaucoup plus, c'est la partie livrable. Il y a tellement de choses à dire qu'il faudra encore 1 heure, mais voilà. Ouais, bah tu fais bien en plus parce que j'avais complètement oublié, c'était dans mes questions et j'ai oublié de vous demander un petit peu la roadmap, donc voilà, tu nous as donné un petit aperçu. Et puis de toute façon, après, je vous demanderai où les gens peuvent vous suivre et justement voir, être tenu au courant de tout ça. Victor, pour terminer, 1 ou 2 ressources, peut-être aussi de toi, de choses que tu recommanderais pour des gens qui débutent. Alors pour les gens qui débutent, qui débutent, bah, s'ils savent pas coder, le Slack de Code France, votre newsletter et tout. Et après, moi je dirais Twitter, LinkedIn, en suivant les bons créateurs, surtout les créateurs anglophones, il y en a plein. Voilà. Enfin, moi j'ai fait énormément de rencontres sur Twitter et il y a beaucoup de Français aussi qui tweetent en anglais méconnu, qui font des trucs de fou. Et je pense souvent à Thibaut et de Tweet Hunter qui était que 2 et Thibaut Louis. Non, Thibaut. Ouais, c'est ça, ouais. Thibaut Louis. Ouais. Marc Loujon, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin voilà, on pourrait penser à Xavier Coiffard. Enfin plein de personnes que j'ai rencontrées sur Twitter, des Français, mais qui tweetent en anglais et qui sont seuls et qui font des trucs de fou et qui partagent des
du contenu de fou. Donc moi, je dirais les réseaux sociaux en suivant les bonnes personnes, le Slack et Internet en fait. Aujourd'hui, l'Internet et Google et les IA et ChatGPT sont nos meilleurs amis pour trouver aussi des ressources. Et YouTube, enfin voilà, moi je suis un grand fervent défenseur du contenu gratuit et aussi des bonnes formations payantes, mais je pense que commencer par du gratuit sur YouTube, on trouve plein de choses quoi, pour démarrer. Et même vous, déjà, vous en donnez plein de choses. Plein de choses. Donc, allez-y. Ouais, je suis assez d'accord, hein, même si on vend des formations, je suis assez d'accord parce que ça permet aussi de tester en fait une appétence. Et nous, on veut pas forcément que les gens qui ont entendu dire que Airtable c'était bien, ils viennent acheter une formation qu'ils vont jamais suivre. Mieux vaut regarder quelques tutos, mettre un peu les mains dedans. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a mis notre formation gratuite là, pour que les gens ils puissent un peu déjà regarder et tester. Parce que je suis d'accord, il y a plein de choses gratuites sur YouTube et c'est bien. Le seul inconvénient que je dirais sur YouTube, c'est que c'est un peu déstructuré. Tu dois te faire toi-même ton petit programme de formation et tout. Mais voilà, mais c'est un bon début pour commencer à vraiment voir si on a envie de se former et puis de faire des Et choses. c'est drôle, c'est pour ça que je fais No Code Flix, tu vois, parce que pour recenser toutes les vidéos no code. Tu sais, je réponds encore à un de mes problèmes. Enfin bon, voilà, c'est toujours ça l'idée. Non, mais c'est une super idée. Ça me fait penser à Maury il partait aussi du même principe de dire que sur YouTube il y a déjà toutes les vidéos, en fait tout ce qu'il faut de contenu de formation sur les outils no code, et donc il a fait un bot qu'il a entraîné. Alors il est parti dans un truc assez technique et tout pour faire des formations en fait, mais à partir des contenus qui existent. J'ai pas vu ce que ça donne. Il en parle un peu sur LinkedIn aussi. C'est une bonne personne à suivre. Trop bien. Il est parti assez loin dans les trucs techniques justement d'IA. C'est qui? Je suis assez impressionné de voir. Maury Fodé-Cissé, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Okay. Voilà, tu pourras regarder. No Codeur, il fait des formations. En fait, il faisait une formation qui s'appelle No Code Hero, je crois. Et voilà, et là, il a un peu pivoté pour faire une nouvelle manière en se disant justement, au lieu de. Parce qu'en fait, il postait, c'est marrant parce que c'est le sujet de la newsletter là, qu'on a envoyé cet après-midi. Il disait que c'était hyper dur de tenir à jour les formations parce que les outils no code, ils évoluent hyper vite et tout. Et donc lui, il disait, en fait, autant ne pas que lui il fasse les contenus, mais qui se base sur des choses qui existent. Et puis mais par contre, de trouver les bons trucs. Et donc, en fait, il a fait une espèce d'algo pour trouver les bonnes vidéos qui correspondent bien à ce à quoi former et tout. Donc, trop bien. Mais lui, c'est pas présenté c'est dans le cadre d'une formation via un espèce de chatbot. C'est pas une plateforme, de ce que j'ai vu. Je sais pas où est-ce qu'il va avec ça, mais voilà, tu pourras regarder. On lui dit bonjour. Je sais pas s'il écoute le podcast, mais voilà, en tout cas, c'est hyper intéressant aussi. J'ai une dernière question que j'ai envie de poser un peu à chaque épisode aux gens que je vais recevoir cette saison. Donc là, c'est plus prospectif, c'est plus autour du no-code, mais c'est de se dire, si vous démarriez aujourd'hui un petit peu justement, vous étiez dans cette phase, vous découvrez un peu les outils no-code sur YouTube, vous avez plein d'envie, sur quel outil vous miseriez? Enfin, cela dit, je dis ça, mais avec vos connaissances actuelles, mais sur quel outil vous formeriez sur lequel vous pensez qu'il y a de l'avenir, quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, peut-être, par exemple, plutôt pour faire des missions freelance, des trucs comme ça. Si on se dit que Bubble, par exemple, il y a déjà quand même pas mal de gens qui sont freelance Bubble, où se positionner, quoi. Est-ce qu'il y a un outil, ou peut-être c'est juste un coup de cœur, un outil que vous trouvez super, ou alors est-ce que vous vous formeriez à Bubble parce que Bubble s'est établi? Michael, peut-être? Moi, je dirais Bubble, mais si on le met de côté, parce que j'adore cet outil, mais si on le met de côté, imaginons que les gens ne le connaissent pas, qu'il n'existe pas, tout court. Qu'est-ce qu'on ferait pour faire des web apps et des apps mobiles? Je pense que pour les apps mobiles, il faut aller sur Flutterflow aujourd'hui. Ouais. C'est pour moi l'un des meilleurs outils pour faire des apps mobiles. Et côté web app, pourquoi pas regarder du côté de Noodle, même s'il est peut-être assez complexe, mais Noodle est assez puissant aussi, assez peu connu, mais il a une bonne communauté, les fondateurs sont accessibles, ils répondent rapidement aux questions, ils mettent à jour leur documentation aussi très rapidement, ils font évoluer la solution assez rapidement, donc pourquoi pas Noodle, mais si on veut rester franco-français, dans ce cas-là, WeWeb, il n'y a pas photo. Même si WeWeb ne fera pas tout, il faudra brancher WeWeb parce qu'ils ne font que du front. Donc il faudra le brancher à un back-end comme Xano ou autre. Mais voilà, pour les outils web app et automatisation, moi c'est Make. Forcément, c'est pour moi les meilleurs. Et si on veut faire la même chose, mais avec du open source, parce qu'on est contraint par sa boîte ou par ses clients, alors regardez du côté de N8N, qui est le pendant de Make, mais du côté open source où on peut aussi auto-héberger cette solution-là chez nous.
Ok. Ouais, parce que ma question, on va dire un peu le sous-jacent, se dire quel de ces outils sera au top dans 3 à 5 ans, quoi. Un peu le pari, c'est difficile, mais sur qui vous parieriez? Difficile à Tout dire. dépend de l'usage, tu vois. Moi, je suis franchement Software, je sais pas comment le dire, mais pour moi, c'est le meilleur outil no-code. Parce qu'après, Bubble, on va plus loin que du no-code pour moi. Tu vois, Ouais. c'est du low-code, voilà, je sais pas comment on peut l'appeler, mais on va un petit peu plus loin quand même. Software, franchement, tu peux créer une marketplace, tu peux C'est créer rapide. des espaces membres. En fait, la seule contrainte que j'y vois aujourd'hui, pour ceux qui débutent, c'est en fait le design, quoi. On est contraint par le design. Mais pour le reste, franchement, c'est assez fou ce qu'ils ont fait. Les fondateurs, ils sont hyper cool. Et franchement, moi, je recommande vraiment Software. Ouais, non. Vraiment. Non, c'est intéressant parce que c'est typiquement un outil sur lequel il y a moyen de prendre un pari, quoi, j'ai envie de dire, un peu comme WeWeb par exemple. Moi, Software, je suis pas convaincu qu'ils seront encore là dans 5 ans. Mais je leur souhaite, hein, parce que franchement, moi aussi, je trouve que c'est un outil qui est super. Je l'utilise pour mes side projects aussi, du coup. Néanmoins, voilà, ils font un choix. Enfin, c'est un parti pris, quoi. Ils ont fait quelque chose qui est assez accessible, mais qui est moins technique aussi. Et donc, je sais pas. Et WeWeb, on va dire quelque part de l'autre côté, c'est la même chose. Ils font un parti pris, eux, beaucoup plus technique. Mais si ça marche, ça peut être dans 5 ans un outil que tout le monde utilise, quoi. Enfin, non, WeWeb, pas forcément que tout le monde utilise parce que c'est pas forcément l'objectif, mais on va dire que tous les professionnels utilisent. Là où le software, c'est beaucoup plus grand public. Ouais, Quoi. pour moi, voilà, complètement. C'est pour ça que je dis ça dépend de l'usage. Si on parle de débutant et de side project, en fait, aller sur Software. C'est voilà, si je devais je devais dire une chose, quoi. Parce qu'on peut tout faire avec de façon facile. Et après, si on veut se professionnaliser, ouais, Bubble, WeWeb, j'avoue, j'ai essayé, mais je pense que je suis contraint par mon cerveau qui a été formé à Bubble. Du coup, à chaque fois, j'essaye, mais il faudrait que je me plonge dedans, il faudrait que je me focus voilà, sur la solution pour faire des choses. Mais il faut en avoir aussi le besoin, il faut que ça corresponde au type de projet. Pour moi, aujourd'hui, je trouve que si j'étais, c'est ce que j'ai dit dans l'épisode juste avant, justement, avec Pierre et Julien, où on parlait un petit peu de ça, parce que tout l'épisode était dédié au marché du freelancing. Moi, aujourd'hui, je miserais sur WeWeb et Xano, parce que je pense que c'est là-dedans qu'il y a des opportunités. Si tu es très bon là-dedans, tu vas avoir du boulot, parce que Bubble, il y a déjà beaucoup de gens qui sont très bons. Alors que sur WeWeb et sur Xano, il n'y en a pas encore. Mais en même temps, tu prends un risque, c'est-à-dire que les outils n'explosent pas comme Bubble a explosé. Et du coup, c'est intéressant parce que ça m'intéresse aussi. Pour toi, c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'il faut aller là-dessus par rapport à un Bubble, hormis le fait du prix ou quand tu parles de l'explosion, tu parlais du prix peut-être ou je sais pas. Pourquoi Non, quand je dis exploser, c'est que c'est devenu très gros, tu vois. C'est-à-dire que Bubble, tu vois, est devenu très gros. Ils ont des millions d'utilisateurs. C'est un peu le top of mind, comme on dit en anglais. Je sais pas comment, tu vois, c'est un peu le top, mais c'est aussi là où il y a le plus de monde, quoi. WeWeb, honnêtement, en dehors de la communauté no-code, personne connaît, quoi. Enfin, c'est pas pour, mais c'est un super outil. Mais je pense parce que c'est un outil, j'aime bien leur parti pris. C'est-à-dire que c'est normal aussi, ils se sont lancés après Bubble, donc ils ont pu corriger ce que moi je considère être certains écueils dans la conception de Bubble, quoi. C'est un peu ça que je vois. Mais c'est un pari parce que ils deviennent de plus en plus populaires. C'est pas non plus un outil qui a des millions d'utilisateurs encore, donc il faut qu'ils arrivent à survivre. C'est une petite boîte. Faut qu'ils passent, mais je pense qu'ils sont bien partis, quoi. Ok, je vais tester WeWeb. Enfin, je vais essayer de trouver J'ai plein de projets pour WeWeb, mais il faut que je me mette dessus. Mais après, tu vois, vraiment, hein, c'est là où c'est intéressant, c'est que je sais pas à quel point tu as besoin de toute la puissance de WeWeb, tu vois. Moi, tu vois, ma vision, c'est surtout pour des freelances, pour trouver du boulot, pour faire des missions bien payées. Pour des side projects, j'aurais pas forcément la même approche. Moi, c'est vrai que je trouve que Software pour des side projects. Après, peut-être il y a un entre-deux qui est Glide, qui est à la fois puissant et accessible. Le problème, c'est que Glide, leur pricing fait que c'est pas du tout adapté pour faire des side projects. Enfin, des choses adaptées au grand public, en tout cas. Tu peux pas avoir des centaines d'utilisateurs sur Glide, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, mais parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent que ce soit des outils internes, dans des entreprises. Enfin, donc, voilà. Bah écoutez, super intéressant. Je vous ai posé toutes mes questions. Et la dernière, la vraie dernière, où est-ce qu'on peut vous suivre justement pour être tenu au courant un petit peu de ce que vous faites. Peut-être Victor en premier. Sur Twitter, évidemment. Moi, j'incite les gens à te suivre sur Twitter, non seulement pour voir ce que tu fais, mais aussi pour voir comment tu as construit un petit peu ta communauté. Et je pense que même un petit tip, ça peut être de regarder avec qui t'interagis
pour aller aussi suivre ces gens-là et voir un petit peu. Je pense que ça peut être un bon moyen aussi de rentrer dans le Twitter. Alors toi, tu fais en anglais et en français aussi, non? Donc tu as aussi vraiment une communauté internationale, quoi. Ouais, du coup, Twitter en anglais qui est plus orienté business et on va dire tous mes side projects. LinkedIn en français où là je lance un gros focus sur les illustrations où j'ai orienté mon profil là-dessus. Et après Instagram où je publie un peu moins, mais en gros Instagram c'est là où j'ai mon portfolio d'illustrations de concepts visuels. Donc Twitter, LinkedIn et Instagram. Ok. Et toi, Mickaël? Moi, tout simplement LinkedIn, où c'est là où je suis présent toute la journée, on va dire. Donc, on peut m'envoyer des messages en DM, j'y réponds très rapidement. Un petit peu Twitter, j'essaie de m'y remettre parce que je sais qu'il y a d'autres personnes à les toucher, mais j'y vais beaucoup moins. Et sinon, le Slack No Code France, là aussi, je suis connecté toute la journée. Donc, pas hésiter à me poser des questions si on veut avoir des réponses sur la partie technique, on va dire, du No Code. Mais si c'est plus des questions ouvertes et puis autour de tout et n'importe quoi, c'est LinkedIn. Ou alors, forcément, on peut aussi se voir en vrai, boire un café. Je suis sur Lille, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je commence à essayer de trouver des endroits pour faire du coworking. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous êtes sur Lille. Et bientôt rendez-vous à Paris au No Code Summit. J'y vais, moi, le mardi 10 octobre. Alors, je ne sais pas si l'épisode sera sorti d'ici là, mais ça sera un plaisir. L'épisode va sortir... Attendez, je regarde la date, juste par curiosité. Je pense qu'il sortira le lendemain du summit. Ah. Je vais voir, mais peut-être que je vais en publier 2 d'un coup, exceptionnellement, parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas publié d'épisode et tout, je réfléchis peut-être à une stratégie un petit peu différente. On verra, mais donc... Bon voilà, de toute façon voilà, les gens, on se croisera tous là-bas. Tu viens toi, Victor, au No Code Summit ou pas forcément? Non, c'est moi à Paris, c'est compliqué pour moi d'aller à Paris. Je suis venu exceptionnellement lorsqu'on m'a invité pour une dédicace de livre. Non, mais c'est que je crois que je suis pas là ou c'est une question d'organisation. Aucun problème. Ça nous a fait très plaisir en tout cas que tu viennes. C'était hyper cool. On fait la dédicace chez Erol. Et écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps, pour tous ces conseils. Voilà, j'espère qu'on a un petit peu fait le tour de ce sujet. Pour les gens qui écoutent, de toute façon, il y aura la possibilité aussi de continuer la discussion sur le Slack de No Code France. Je vous taguerai tous les deux sur le channel du podcast et puis on pourra continuer, voilà, voir s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Alexis. Merci. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.